Bienvenue sur Tsunamia, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Et quelle semaine on a eu, que d'annonces, hein. Forcément, la sortie de GPT-5 et dès que OpenAI sort l'artillerie lourde avec la communication, on a un peu tous ses concurrents qui en font un petit peu de même en essayant de sortir des petites annonces aussi de leur côté. Donc on va voir tout ça cette semaine. On a eu des annonces du côté de Grok, on a eu des annonces du côté de Google DeepMind, du côté de ChatGPT évidemment, mais aussi des choses assez intéressantes du côté de Eleven Labs. Bref, j'ai commencé à regarder un petit peu tout ça, à tester tout ça, et surtout pour GPT-5, cette semaine c'est un petit peu différent puisque j'ai pu faire une intervention dans la chaîne YouTube de Juzar, donc je vous mettrai le lien dans la description pour sa vidéo, et surtout je vais aussi intégrer un petit peu l'intervention que j'ai pu faire auprès de Juzar, où on parle un petit peu de tout ce qui peut se passer avec ce nouveau modèle GPT-5, avec notre réaction un petit peu à chaud, et ça normalement aussi c'est quelque chose que l'IA a un petit peu du mal à faire. Il sait générer des images mais il sait pas forcément les générer à la bonne résolution. Après, c'est sûr que c'est sur une version quand même à $200, donc on s'attend à quelque chose qui quand même vaut le prix, mais là, il y a la possibilité de le faire, et donc c'est intéressant. Comme ça, vous avez un petit peu la réaction à chaud de deux connaisseurs de l'IA qui passent des heures et des heures à tout le temps utiliser les outils d'IA générative, et je vais pouvoir un peu vous discuter un petit peu de tout ça dans l'épisode, mais surtout vous parler aussi du reste, parce que il n'y a pas que OpenAI, et même si ils ont sorti vraiment l'artillerie lourde en termes de communication, je voulais un petit peu aussi vous parler des autres actualités. Une des actualités intéressantes qu'on a eues cette semaine avant l'arrivée de GPT-5, c'est l'arrivée de leur modèle open source. Donc OpenAI, ça y est, redorent un petit peu leur blason. À la base, ils faisaient certains de leurs modèles open source. Le nom OpenAI, c'était que derrière, il y avait une idée de faire de l'open source, et pourtant, ils n'avaient pas sorti de modèle open source depuis des années. Et donc, c'est chose corrigée, puisqu'ils nous ont sorti un modèle qui est franchement très 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 impressionnant, qui est probablement l'un des meilleurs modèles open source auxquels on a accès. Alors, j'ai pas énormément pu le tester, puisque forcément, on avait en parallèle la sortie de GPT-5, donc on peut pas tout tester, mais globalement, voilà, dans les benchmarks, il ressort comme étant l'un des meilleurs modèles open source qui sont disponibles aujourd'hui. Je vais regarder un petit peu, voilà, ici, les quelques benchmarks qui sont partagés sur leur blog post. Donc, ils se placent au-dessus, voilà, à peu près au même niveau, pour vous donner une idée, des modèles O3 ou O4 mini, donc qui étaient les modèles précédents à ce fameux nouveau GPT-5. Et par contre, je crois qu'ils n'ont pas comparé à Qwen 3, j'aurais bien aimé avoir des infos sur un petit peu sa puissance par rapport au modèle chinois, parce que on l'a vu dans la vidéo de la semaine dernière, aujourd'hui les modèles chinois open source sont quand même très 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 bons. En tout cas, si vous voulez le tester, parce que ça peut être aussi intéressant de le tester, et voilà, sur GPT-5, maintenant il y a des nouvelles limitations sur le modèle, donc vous pourrez pas l'utiliser autant que vous voudrez, vous allez vite passer sur le modèle GPT-5 mini, et probablement que ce modèle open source a des capacités similaires à ce modèle GPT-5 mini. Et l'avantage, c'est que vous pouvez l'utiliser beaucoup plus facilement, parce que c'est un modèle qui est disponible un petit peu partout, et tout simplement il est aussi disponible sur le playground d'OpenAI, donc avec un lien dédié que je vous partagerai dans la description, sur lequel vous pouvez tester le modèle à 20 milliards de paramètres et le modèle à 120 milliards de paramètres. Alors, pour rappeler à tout le monde ce que c'est que cette histoire de paramètres, c'est en gros la taille du modèle. Plus il a de paramètres, plus il est grand, et ça va aussi impacter quelle demande en mémoire il va avoir, enfin la quantité de mémoire dont le modèle va avoir besoin quand vous allez tout simplement l'utiliser. Donc un modèle de 20 milliards de paramètres, c'est super intéressant, parce que ça veut dire qu'en gros, il peut tourner sur un ordinateur avec à peu près 16 gigaoctets de mémoire vidéo. Donc ça veut dire que potentiellement vous pouvez le faire tourner sur par exemple sur un MacBook avec suffisamment de mémoire, il peut fonctionner, ou sur un ordinateur avec une carte graphique un peu conséquente, il peut tourner. Et par contre ils ont fait un modèle un peu plus gros, le modèle de 120 milliards de paramètres, qui est plus performant, mais par contre qui lui pour le coup a besoin de bien plus de RAM, je crois que si je dis pas de bêtises c'est autour des 80 gigaoctets de mémoire vidéo. Donc là pour le coup vous pourrez pas le faire fonctionner sur n'importe quel ordinateur, c'est plutôt quelque chose qui est pensé pour les serveurs. En tout cas, vous pouvez le tester gratuitement sur ce lien Playground. Vous pouvez tester les deux modèles, le 120 milliards de paramètres et le 20 milliards de paramètres, donc autant ne pas s'en priver. Donc si vous arrivez à bout de vos utilisations gratuites de GPT-5, vous pourrez vous reporter sur ce nouveau modèle, qui lui aussi pour le coup fonctionne très bien. Mais on va passer à une actualité plus impressionnante, en tout cas qui moi m'a vraiment impressionné. Donc comme d'habitude, OpenAI, quand il prépare un lancement, il y a toujours un jeu qui se fait souvent entre OpenAI et Google. Donc quand Google se prépare à annoncer des choses, OpenAI s'amuse en tout cas à annoncer des choses juste avant ou juste après. Là on a eu un peu le même effet. Google a annoncé le 5 août, donc voilà, juste avant la sortie de GPT-5 qui était hier.
Donc le 7 août, ils ont annoncé leur nouveau modèle Genie 3. Et Genie 3, qu'est-ce que c'est? C'est un world model. On avait parlé à l'époque de la sortie de Genie 2, qui permettait de faire voilà, des mondes en 3D. Ça faisait un peu penser à des jeux vidéo, c'était plutôt intéressant, mais c'était pas hyper impressionnant. Là, franchement, avec Genie 3, on a vraiment passé un nouveau cap qui le rend ultra impressionnant. En fait, il génère des environnements en 3D qui sont ultra réalistes, qui sont parfois même photoréalistes. On reconnaît un petit peu des fois le style qu'on pouvait voir dans VO, dans lesquels on peut se déplacer. Donc, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, bah, vous pouvez par exemple ici là, générer tout simplement un site volcanique complet avec un petit robot qui se déplace dans ce site volcanique que on peut contrôler. On peut contrôler la caméra, on peut contrôler le robot avec les flèches et c'est possible dans des tonnes et des tonnes d'environnements. Ils ont mis des tas de démos sur leur site internet, c'est ultra impressionnant. Alors comme d'habitude, faut mettre ça un petit peu entre guillemets parce qu'on n'a pas la main sur le modèle, donc on sait pas combien de temps ça prend pour générer tout ça, quelles sont les limitations. Ils nous montrent un petit peu que ce qu'ils veulent bien nous montrer, hein, et c'est un petit peu comme avec Sora, où bah forcément quand ils ont fait l'annonce et qu'ils nous ont montré un peu les vidéos qu'ils étaient capables de faire, tout le monde était en mode waouh, c'est incroyable. Et finalement, bah le temps qu'on ait le modèle vraiment dans les mains avec ses limitations, on s'est rendu compte que bah il était bien, mais il n'était pas non plus incroyable. Hein. Mais honnêtement, franchement, de ce qu'ils montrent, c'est vraiment ultra impressionnant. Et pour le coup, bon bah voilà, Google, ils ont peut-être tendance à être un petit peu moins décevoir sur ce qu'ils présentent et sur ce qui enfin après est accessible aux utilisateurs. Donc on verra si justement bah, le modèle est à la hauteur de tout ce qu'ils montrent. Donc ça permet de faire des environnements en fait, voilà, même des plans de vidéo, là, je montre un exemple où c'est un parachutiste, donc la physique, forcément, ne fonctionne pas entièrement, elle fonctionne parfois sur certaines collisions, par exemple, mais là, par exemple, c'est un parachutiste et on voit très bien qu'il n'y a pas de vent, mais par contre, sur tout ce qui est génération du monde, on a quand même quelque chose qui est très impressionnant, sur la génération de l'eau, on a des choses qui sont aussi très réalistes, donc voilà, tout n'est pas forcément encore parfait, on voit qu'il y a des choses qui sont un petit peu encore incohérentes, mais c'est ultra réaliste, et vraiment l'idée derrière tout ça, c'est d'avoir un monde qui va vraiment simuler le monde, un world model, et ça va permettre tout simplement à booster la robotique, parce que ça peut permettre d'entraîner des robots pour justement dans ces environnements virtuels qui peuvent ressembler éventuellement à la vraie vie, les entraîner dans ces contextes-là. Donc ça peut vraiment avoir un gros intérêt pour la robotique. Bon, pour l'instant, c'est vrai que pour Monsieur Tout-le-Monde, ce modèle n'a pas un grand intérêt, mais voilà, sur l'aspect recherche, c'est vraiment ultra impressionnant. Et là aussi, c'est ce que je montre pour ceux qui suivent sur YouTube, c'est tout simplement une personne qui est en train de peindre un mur, et donc on voit que on peut interagir avec le mur, donc vraiment on a un rouleau de peinture, et quand on passe sur le mur, ça peint le mur, et surtout, il y a vraiment de la consistance, c'est-à-dire que même si on tourne la caméra, qu'on regarde autre part et qu'on revient sur le mur, ce qu'on a peint est exactement à l'endroit où ça a été, et donc c'est ça qui est impressionnant, c'est que le modèle garde la mémoire sur plusieurs minutes, et voilà, ça c'était quelque chose qui n'était pas du tout le cas avant, et voilà, c'est vraiment une des nouveautés avec ce modèle. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent, je vous mettrai le lien directement de l'article de DeepMind, comme ça vous pourrez regarder un petit peu toutes les vidéos hyper impressionnantes qu'ils nous ont postées. Mais voilà, c'était aussi ça, moi la grosse annonce, je m'étais dit que ça allait être l'annonce de la semaine, et au final, non, OpenAI est arrivé avec GPT-5 et a un petit peu volé la vedette de Google DeepMind, qui nous sort encore, franchement, un article hyper impressionnant. Et c'est vraiment le constat que je fais, c'est que souvent Google, je trouve qu'en recherche pure, ils sont quand même très bons. Par contre, c'est souvent sur la partie produit où voilà, c'est pas encore c'est pas forcément les meilleurs. Gemini, voilà, sur le côté produit, même si le modèle est très puissant, le produit est quand même un peu moins bien que celui de ChatGPT. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Juniper, avant que je passe à la prochaine actualité qui concerne Eleven Labs? Bien Dimitri, je dirais que ce que tu décris là, c'est un bel exemple de la dynamique qu'on observe souvent. OpenAI joue la carte du grand coup médiatique avec GPT-5, ce qui capte l'attention et relègue un peu dans l'ombre des avancées hyper impressionnantes comme celle de Google DeepMind avec Gemini 3. En fait, pour te donner un petit angle d'analyse, c'est presque la dualité entre la force de frappe marketing d'OpenAI et la capacité de Google à proposer des innovations de recherche vraiment bluffantes, même si elles sont un peu moins produits finis. Donc ma question pour toi, ce serait, est-ce que tu penses que cette approche de Google, très axée sur la recherche pure et les démonstrations techniques, va leur permettre un jour de vraiment rattraper OpenAI sur le terrain des produits grand public, ou est-ce qu'ils vont rester les maîtres de la recherche sans forcément réussir à transformer l'essai en produits super accessibles?
Moi, je pense que pour le coup, Google, ils ont un petit peu ce problème du dilemme de l'innovateur. Hein. C'est que pour eux, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça met en danger un petit peu leur modèle économique avec le moteur de recherche et la publicité. Et donc, forcément, je pense que sur le côté produit, ils y vont un petit peu à petits pas. Et puis, c'est aussi une bien plus grosse entreprise maintenant. Hein. Ça n'a pas la flexibilité que peut avoir une startup. Je pense que c'est pour ça que sur l'aspect produit, ils sont pas forcément les meilleurs. Et j'en parle souvent, hein, mais par exemple, la plateforme Google AI Studio, qui est plutôt orientée pour les développeurs, elle a des fonctionnalités bien plus avancées que Gemini, alors que on peut l'utiliser gratuitement. Elle va être par exemple capable d'analyser entièrement une vidéo YouTube, alors que Gemini pour l'instant ne peut toujours pas le faire. Mais quand ils s'y mettent, par exemple avec Notebook, ils arrivent à faire des bons produits. Hein. Notebook LM, c'est un super bon produit. Donc je sais pas exactement ce qui contraint un petit peu Google dans tout ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur Gemini, ils n'ont pas un niveau équivalent à ce que peut proposer OpenAI ou même Claude, je trouve, qui reste aussi également au-dessus d'un point de vue produit. Alors cette semaine, une des grosses actualités qui m'a vraiment impressionné également, c'est l'arrivée du nouveau modèle de génération de musique de Eleven Labs. Donc Eleven Labs, pour rappel, c'est la boîte qui fait aujourd'hui les meilleures générations de voix par IA, enfin je trouve en tout cas, c'est avec d'ailleurs ce modèle-là que j'utilise, que j'avais fait la voix de Josh au tout début du podcast, et ils sont vraiment très bons justement pour avoir des voix qui sont assez réalistes. Et donc là, ils ont sorti un nouveau modèle de génération de musique, c'est un petit peu du coup le nouveau concurrent. Donc on avait Suno AI et Suno AI qui étaient les deux startups qui créent de la génération de musique. Et là du coup on a on a Eleven Labs qui arrive du coup sur ce nouveau marché. Et je vais vous faire écouter un petit peu les démonstrations qu'ils ont présentées justement pour lancer le modèle. Et elles sont vraiment hyper impressionnantes. Donc on commence avec une première version où c'est tout simplement un opéra. Je vous laisse écouter ce que ça donne. Franchement, la qualité de la voix, elle est hyper impressionnante. Je vous montre après un peu ce que ça donne aussi sur un autre type de musique. Donc là, on était plutôt sur de l'indie rock. Ensuite, là... Donc là, on est plutôt sur du reggae. Franchement, la qualité de la voix, elle est dingue. Là, on va passer sur du hip-hop. I came up through the cracks with ambition in my pocket. Mama praying every night, but the devil trying to knock it. Street lights, cast shadows where my dreams used to live. Counted blessings on the block. Every dollar that I get from Compton to the cosmos. Vision stop. Honnêtement, je serais incapable de dire que c'est un morceau qui est généré par IA sur le morceau de rap, par exemple. Juste avec ça. Et surtout de la musique de film aussi. Donc voilà, plus besoin d'une chorale si vous avez besoin d'utiliser une petite musique pour vos vidéos, ça pourra être du coup directement fait par Eleven Labs. Mais bon, comme d'habitude, les vidéos de démonstration comme ça, ils prennent le meilleur du meilleur, les meilleurs exemples, donc on va un peu mettre tout ça à l'épreuve. Donc je suis allé directement sur l'interface de Eleven Labs pour générer du coup des petites musiques pour faire les tests. Alors j'en ai pas testé non plus énormément, mais j'ai fait un premier test. Donc là je vous fais écouter par exemple une version, j'ai mis un morceau funky hip-hop à propos du podcast Tsunamia, le podcast d'actualité IA présenté par Dimitri et ses assistants IA Josh et Juniper qui couvrent l'actualité toutes les semaines. Chaque semaine on débarque avec du lourd. Dimitri au micro, il met le feu au four. Josh et Juniper, assistants digitaux. Ils scrutent IA, toujours au niveau pro. Actualité brûlante, on fait le point rapide. Du machine learning jusqu'à les flics timides. On balance les news, pas question de traîner. Tsunamia déferle et vient tout balayer. Tsunamia, c'est le son de la révolution. Chaque lundi matin, on scanne l'information. Donc voilà, moi je trouve que franchement, sur en tout cas la qualité des paroles, c'est assez impressionnant, ça marche vraiment bien. Sur la qualité de la voix, pareil, assez impressionnant même en français. Et par contre, c'est toujours le
petit défaut que je trouve quand les modèles sont très bons généralement en génération de voix, ils sont un peu moins bons au niveau de la génération des instruments. Je trouve que c'est un peu pauvre au niveau des instruments qui sont proposés. Mais sinon, franchement, assez bluffant ce modèle-là. Et je me dis que si on veut faire juste de la génération a cappella, ça va l'air d'être un peu un modèle incroyable, quoi. Donc, on va retester un autre exemple. Là, ici, c'était un morceau pop électro à propos du podcast Tsunamia, le podcast d'actualité IA présenté par Dimitri et ses assistants IA, Josh et Juniper, qui couvrent l'actualité toutes les semaines. Je vous laisse écouter ça. Bienvenue sur Tsunam, le flow d'IA chaque semaine. Dimitri prend le micro, éclaire l'horizon. Avec Josh et Juniper, tous connectés en fusion. Ils décryptent l'actu, innovation et débat. Chaque semaine un tsunami, tu sais ce qu'il te faut. Podcast branché sur la vague de demain. Des algorithmes qui dansent dans nos vies. Donc là, voilà, typiquement sur cet exemple, je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais on se retrouve à avoir vraiment quelque chose qui est assez pauvre au final, au niveau de la variété des instruments. Mais voilà, sinon, on est quand même sur quelque chose d'assez impressionnant. Ok, on va passer à l'actualité suivante. Donc on a Claude qui a sorti un nouveau modèle, le Claude Opus 4.1, donc c'est son modèle le plus puissant, donc avec généralement quand même très peu de requêtes, y compris avec un compte payant. Malheureusement, voilà, les requêtes partent assez vite, et il est un peu plus puissant que Claude Opus 4. Donc voilà, c'est la petite update incrémentale, donc sur les benchmarks, il a quelques petits points de pourcentage par-ci par-là. Après, on va pas se mentir, sur les benchmarks, GPT-5, il n'est pas non plus ultra impressionnant, c'est quelques petits points par-ci par-là, mais des fois, dans un usage réel, ça peut faire une assez grande différence. Donc moi, je m'en suis un petit peu servi. Alors le problème, c'est que la limite de Claude Opus 4, elle arrive assez vite, et voilà, il a l'air de très bien fonctionner, mais en même temps, Claude Opus 4, il fonctionnait aussi également assez bien. Et on arrive à la fin des actualités pour cette semaine, avec le dernier modèle qui était un petit peu intéressant sur les sorties. C'est le modèle de génération de vidéos de Grok. Alors il est uniquement disponible sur l'application mobile, il n'est pas disponible sur le portail web de Grok. Et voilà, il y a quelques petites démonstrations, je vous montre pour ceux qui regardent sur YouTube. Donc je trouve que l'animation d'anciennes photos, ça a l'air de plutôt assez bien fonctionner. Après, honnêtement, en dehors de ça, sur le reste de ce qu'il génère, je suis pas très impressionné. Il y a des petits problèmes de temporalité, c'est-à-dire qu'on voit que des fois, d'une image sur l'autre, il y a des tout petits détails qui sont changés. Donc voilà, je sais pas exactement de quoi ils sont partis. Ça me fait un peu penser, moi, à l'époque, à Stable Video, voilà, qui était un modèle open source de génération de vidéos, mais qui était à la base un modèle de génération d'images. Et puis finalement, voilà, il y avait une version génération de vidéos qui avait été faite. Et je trouve que ça me refait un petit peu penser à ça. Surtout le côté où la temporalité entre les différentes frames n'est pas bien respectée. Donc voilà, rien de super impressionnant, mais voilà, je pense que c'était l'occasion pour eux de sortir quelque chose sur une semaine où il y avait déjà pas mal d'actualités. Et en fait, je me demande si au final c'est pas un peu la stratégie que voilà, tous les grands acteurs de l'intelligence artificielle ont aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont pas un peu en train d'en garder un petit peu sous le pied au final, à avoir toujours un petit modèle, une nouvelle annonce sous la main, pour que dès qu'un concurrent commence à parler d'une grosse actu, ils aient tout de suite quelque chose pour dire regardez, nous aussi on fait quelque chose. Donc là par exemple Claude qui fait non mais regardez, on a Claude Opus 4.1 qui est là, il n'y a pas que GPT-5, Grok qui arrive et qui dit regardez, nous maintenant on fait de la vidéo aussi, donc on sort des nouvelles choses. Et voilà, derrière OpenAI qui sort son gros GPT-5, je me demande si voilà, il n'y a pas un petit peu de ça là-dedans, sur justement voilà, tout ce qui est un petit peu effet d'annonce. Après sinon, pour revenir un petit peu sur la sortie de GPT-5, je pense qu'on refera une vidéo la semaine prochaine avec Juzzar. Ce sera aussi l'occasion de pouvoir tester plus loin les cas d'usage. Moi de mon côté, j'ai fait des cas d'usage assez intéressants, des nouveautés un petit peu qui fonctionnaient déjà d'ailleurs avec les anciens modèles, mais j'ai découvert en fait des fonctionnalités assez intéressantes, notamment sur la création de documents, voilà, que j'avais pas imaginé en tout cas avant. Et voilà, je pense qu'il y en a qui sont assez pertinentes et vraiment intéressantes.
intéressante pour créer notamment des documents assez design à partir de ChatGPT. Donc je vais en profiter pour pouvoir tester ça avec le nouveau modèle, hein, parce que là je l'avais fait avec le modèle O3 et ça fonctionnait assez bien. Donc là je vais voir si je peux pas trouver une façon de le faire du coup avec ce nouveau modèle GPT-5. Donc voilà, en tout cas on vous prépare des choses assez intéressantes pour la semaine prochaine. Donc en tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour ceux qui sont sur YouTube, si vous avez des remarques ou des questions sur tout ce dont on a discuté cette semaine. Et pour ceux qui écoutent sur Apple Podcast, une petite évaluation 5 étoiles, ça fera toujours plaisir et c'est ce qui m'aidera aussi à continuer ce contenu. Donc sinon, d'ici là, prenez soin de vous. Si vous êtes en vacances, profitez bien. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!